Le message derrière l'histoire de Cendrillon est l'un des plus ambigus qu'on ait pu transmettre à des générations d'enfants. Entre résignation et stratégie de survie, penchons-nous sur ce que cache vraiment sa fameuse gentillesse. Mais avant ça, si tu aimes ce type de contenu où l'on analyse la société à travers les films, l'histoire, les sciences sociales, pense à t'abonner. Ce qui coince aujourd'hui quand on regarde le film de 1950, si on enlève toute la nostalgie, le constat est rude. Cendrillon incarne le modèle parfait de la soumission silencieuse. Elle est rabaissée, corvéable à merci, humiliée par sa belle-mère et ses demi-sœurs, et pourtant son plan se résume à faire son travail, obéir et espérer que des petits oiseaux, une bonne fée et un prince viennent pour réparer sa vie. Le message implicite qu'on envoie aux spectateurs et surtout aux jeunes est parfois perçu comme reste douce et docile et l'univers où un homme riche finira par vous récompenser. Mais est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite en besogne, parce que une autre lecture est totalement possible. Dans un environnement de maltraitance où le but de ta belle famille est précisément de te briser par tous les moyens possibles, garder son humanité est un acte de résistance. En refusant de laisser la haine l'envahir, elle préserve sa santé mentale, elle refuse de perdre ce qu'elle est, un cœur gentil plutôt que de devenir amer. Mais il y a aussi une autre façon de voir cette gentillesse, et elle est beaucoup moins romantique. En psychologie, ce que fait Cendrillon, ça s'appelle la soumission stratégique. Dans une situation de maltraitance, de harcèlement ou d'emprise, quand tu es seul, sans argent, sans statut social et sans aucune porte de sortie visible, la révolte frontale, elle est risquée. C'est le meilleur moyen de s'attirer des représailles pires encore. Et c'est une réponse qui est cruellement rattachée à la réalité. C'est la stratégie de nombreuses victimes coincées avec leurs oppresseurs. Et je pense aux femmes victimes dans leur foyer, aux enfants victimes de leurs parents. Alors finalement, aller à ce bal malgré l'interdiction n'est-il pas un moyen de se donner une chance de changer son destin? Ne peut-on pas regarder ça comme un acte de bravoure, une prise de risque qui lui a permis d'obtenir une aide extérieure? Parce que oui, souvent dans ces contextes de maltraitance, l'aide peut venir de quelqu'un d'extérieur. Alors on en conclut quoi? Est-ce qu'on y voit l'hommage bouleversant au courage de ceux et celles qui survivent à l'emprise? Ou est-ce qu'on dénonce un conte qui glorifie le fait de devoir encaisser en silence en espérant qu'un sauveur vienne nous libérer?